Bonjour Jean-Marc. Salut Laure. Écoute, ça me fait toujours plaisir de te voir, mais toi peut-être un peu moins aujourd'hui parce qu'on va parler diarrhée chronique. Passionnant, non? En tout cas, ça me fait plaisir que tu m'en parles parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Mais alors déjà, la diarrhée chronique, comment tu fais le diagnostic? À partir de quand tu l'évoques? Alors déjà, il y a une définition, elle n'est pas forcément consensuelle, mais on va considérer que plus de 3 selles non moulées par jour pendant plus d'un mois définissent la diarrhée chronique. Après, on raisonnait beaucoup en mécanisme physiopathologique sur la diarrhée, maintenant beaucoup moins, d'accord? Il y a plein de causes, mais globalement, il faut retenir que le diagnostic maintenant en 2025 est assez facile finalement, et que si on veut un peu regrouper les causes, il y a les causes fonctionnelles, 80% des cas, d'accord? Mais c'est un diagnostic d'élimination, ça c'est très important, et puis 20% de causes organiques. D'accord. Donc, en fait, quand tu vois un patient, comment tu t'orientes? Qu'est-ce que tu lui poses comme question? Alors écoute, il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire l'interrogatoire, l'examen clinique, d'accord? Faire des hypothèses et demander des examens en fonction. L'interrogatoire, c'est fondamental, en fonction des antécédents, les prises médicamenteuses. Il n'y a pas que les anti-inflammatoires et les antibiotiques qui donnent de la diarrhée, d'accord? L'alimentation, c'est aussi un point important. Et puis surtout, il faut savoir rechercher les signes d'alerte. Alors l'âge supérieur à 50 ans, on n'était pas encore concerné, mais moi, bon. Et puis l'altération de l'état général, bien sûr, le fait que la diarrhée soit d'apparition récente, et puis bien sûr, le sang dans les selles. D'accord. Ok. Et donc, une fois que tu as fait ça, tu prescris des examens complémentaires? Alors, il ne faut pas oublier l'examen clinique, et notamment vraiment l'examen proctologique avec le toucher rectal, c'est fondamental parce que ça peut déjà te donner un diagnostic, un fécalome, un défect sphinctérien ou une tumeur rectale. Après, c'est toujours pareil, soit tu as une orientation, soit tu n'en as pas. Si tu n'as pas d'orientation évidente, on commence par des examens simples. Alors, pour le bilan sanguin, il n'y a pas de consensus. Moi, je fais numération, ionogramme, CRP, ferritinémie, glycémie, calcémie, électrophorèse des protides, anticorps antitransglutaminase IgA et avec l'accord du patient de sérologie VIH. Je voudrais insister sur les analyses de selles. Vraiment, la coproculture, ça ne sert quasiment à rien hors prise d'antibiotiques, d'accord, pour rechercher un clostridium. La parasitologie des selles, je vais y arriver, hors immunodépression ou contexte épidémique, ça n'a pas d'intérêt non plus. Reste la calprotectine, ça peut être assez discriminant chez les jeunes pour orienter vers un trouble fonctionnel, c'est à moins de 50, mais je te rappelle qu'en 2025, c'est uniquement remboursé dans le cadre des MICI. D'accord. Mais en fait, finalement, tu leur fais quasiment tout le temps une endoscopie, non? On aime bien pousser des tuyaux, tu nous connais. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut toujours faire une fibroscopie associée à la coloscopie, si tu n'as pas d'orientation diagnostique évidente, et ça c'est fondamental, si on ne trouve pas de lésion macroscopique, il faut faire des biopsies duodénales pour ne pas méconnaître une maladie cœliaque, et des biopsies coliques étagées pour ne pas méconnaître une colite microscopique. Et puis si tu as une suspicion de Crohn, s'acharner pour aller un peu dans l'union terminale. D'accord. Et en fait, l'imagerie, t'en fais pas? Alors ça ne fait pas partie des recommandations en première intention, en tout cas vidéocapsule, entéro-IRM non, le scanner abdominopelvien non plus. Alors c'est vrai que l'échographie intestinale, je pense que c'est un examen qui va s'imposer dans nos pratiques, c'est un examen très discriminant, pas assez développé en France, mais je pense que les gastro-entérologues doivent savoir le manier parce que ça peut beaucoup nous aider dans la démarche diagnostique. Ok. Écoute, merci beaucoup. Enfin, finalement, c'est beaucoup moins chiant que ce que j'avais prévu. Ah ouais, je t'avais Très dit. clair. Salut Laure. À bientôt.